chemins de la connaissance. Cette semaine, écrire la poésie. Aujourd'hui, que peut la poésie avec Christian Prigent. On l'a vu tout au long de cette série d'émissions, il y a autant de poétiques, c'est-à-dire de théorie de la poésie, que de poètes. Et même si l'heure n'est plus aux arts poétiques, le discours théorique sur la poésie continue d'être un moyen d'inventer ou de renouveler des formes, d'annoncer des programmes ou de définir la poésie entre la prose et le chant, le cri ou la voix. Dans Une erreur de la nature, vous définissez, Christian Prigent, la poésie comme une mise en coupe sarcastique, rythmique de la coagulation lisse des histoires, graphique, ironique du discontinu. On peut y entendre deux mots qui s'accordent à l'impression d'ensemble que donnent vos textes, celle d'un prodigieux et souverain éclat de rire qui secoue la langue. Est-ce votre façon, Christian Prigent, d'échapper à l'aggravation que diagnostique notamment Jean-Michel Maupoy de la décadence annoncée de la poésie dans ces temps de détresse? Alors, j'ai envie de vous poser la question qui est celle du titre de cette émission. Que peut la poésie, Christian Prigent? D'abord, vous savez, les constats de la décadence ou de l'aggravation de la situation de la poésie dans le monde, c'est un serpent de mer qui court à travers l'histoire de la littérature, au moins depuis le 19e siècle. C'est même une source d'inspiration. C'est même une source d'inspiration, et il me semble que dans l'histoire du XXe siècle en particulier, la plupart des œuvres poétiques qui se sont constituées et des poétiques qui se sont formulées comme un effort de compréhension de cette fameuse crise de la poésie, au point, me semble-t-il, que la poésie aujourd'hui s'identifie tout simplement à la poésie comme crise, enfin, à la poésie comme mise en crise des langages dominants. Vous dites de la poésie qu'elle peut aussi être définie comme une radicalisation de la question de la littérature. Je le crois, sauf à prendre quelques précautions par rapport à cela. Dire de la poésie qu'elle est une radicalisation de la question de la littérature en soi ne veut évidemment pas dire que la poésie serait le mieux de la littérature et qu'elle accomplirait je ne sais quel destin de la littérature, mais que le texte poétique, dans la mesure où son objet est généralement fort peu d'autre chose que lui-même, on porte la question de la littérature à un point d'effervescence que les textes de prose, les textes romanesques par exemple, ne peuvent pas assumer, dans la mesure où en eux, d'autres prétextes viennent contaminer cet enjeu, qui sont des prétextes narratifs justement, ou des comptes rendus d'expérience, des vues sur le monde, enfin, tout ce qui fait la matière d'un roman et qui structure les romans. Bon, dans la poésie, en tout cas telle que nous l'a légué la tradition moderniste depuis la fin du 19e, bon, cet enjeu-là n'est plus présent. La poésie, on pourrait le dire d'une manière caricaturale, mais finalement, je crois assez juste, la poésie ne s'occupe que d'elle-même et de la question de ce qu'est cette proposition spécifique de langage qu'est la proposition poétique. Alors cette crise, cette difficulté finalement à occuper sa place d'une certaine manière, vous dites aussi dans le fond, ce qu'il y a d'extraordinaire dans la poésie, c'est déjà qu'elle soit. Cette crise, c'est vrai qu'elle a conduit certains poètes à finalement s'engager dans une impasse. Il y a une tendance générale à l'hermétisme dans la poésie. Je ne parle pas de la vôtre, hein, je parle de la poésie, disons, dans les années 50, 60. Oui, là aussi, il faudrait s'entendre sur ce que l'on veut dire quand on dit hermétisme. Bon, c'est vrai que dans l'histoire de la poésie, il y a eu des propositions qui ont été intéressées par une sorte de chiffrage un peu ésotérique du texte, lequel peut donner la sensation de mettre le lecteur délibérément à distance. Moi, je ne vois pas trop les choses comme cela. Je crois qu'on peut partir d'un constat qui n'est pas d'ordre théorique, mais qui est de l'ordre de l'expérience que chacun d'entre nous fait de son rapport au monde. Bon, le constat que nous faisons de notre rapport au monde, sans pour autant être un poète, bon, c'est que la manière dont le monde nous affecte ne se fait pas d'une manière rationalisable, ne se fait pas sous la forme de la simplicité, de la clarté, de la positivité. Hein. Le monde nous affecte d'une manière chaotique, le monde nous affecte d'une manière obscure, le monde nous affecte par des effets d'incompréhension sidérante. Bon. Et si quelqu'un
pour des raisons X ou Y, se lance dans l'aventure poétique, l'un des objectifs de son travail consiste à rendre compte de cette manière dont le monde l'affecte, étant bien entendu que de ce point de vue-là, il va devoir prendre en charge cette dimension d'obscurité qui est la vérité de son expérience du monde. Bon. Et ce qui est de l'ordre de l'obscur ou du difficilement lisible, de l'opaque, dans le peu visible, comme dit Michel de Guy, par exemple, oui, dans la tradition poétique. Pour moi, il ne s'agit pas d'un parti pris d'obscurité délibérée, mais il s'agit simplement d'un effet de vérité qui relève le défi de l'obscurité du monde face au langage qui s'en empare. Voilà, vous notamment, puisqu'on parle de langage, vous stigmatisez ce que vous appelez le français médiatique primaire, qui, dites-vous, déréalise à toute vitesse la réalité, ou ce que nous appelons réalité. Vous savez, c'est une vérité à la fois simple et cruelle, c'est-à-dire que plus la langue se simplifie, plus la langue se décomplexifie, je dirais. C'est-à-dire plus elle perd, par exemple, sa dimension de mémoire, plus elle perd le souvenir de l'épaisseur étymologique qui est stratifiée derrière chacun des mots de la langue, plus elle tend à être, et c'est la logique médiatique, un dénominateur commun. Plus ce dénominateur commun étant en lui la part du commun, plus l'expérience que les parlants font du monde est symétriquement réduite, moins ils disposent des moyens verbaux de symboliser la fameuse expérience qu'ils font du monde. Et donc, ce que j'ai appelé le français médiatique primaire, qui me semble être l'entropie désastreuse du langage de la communication d'aujourd'hui, plus ce type de proposition verbale s'impose, or on constate tous les jours qu'il s'impose, plus aussi la perte du sens du monde est grande et désastreuse. Alors, je parlais d'impasse. Il y a évidemment, depuis Hölderlin, des liens forts entre la poésie et la folie. Et la poésie est une expérience forte depuis cette époque. Oui. Encore qu'il faille être peut-être un peu prudent sur ce terrain. La contiguïté entre certaines expériences poétiques et ce qu'on appelle un peu trop généralement la folie est un fait. Mais c'est un fait que l'on reconnaît chez Hölderlin, que l'on reconnaît chez Artaud, que l'on reconnaît chez quelques autres. Il n'y a pas lieu de s'en étonner. La folie se diagnostique en particulier par des maladies du langage. Dès l'instant, on peut même classer les divers types de folie, pour autant que le mot folie ne veut rien dire en soi, en fonction des perturbations de langage que les divers types de folie impliquent. La schizophrénie produit des troubles de langage qui ne sont pas ceux de la paranoïa, qui ne sont pas ceux des diverses névroses. Voilà. Il n'est donc pas étonnant que des écrivains qui s'engagent à fond dans l'expérience de la poésie, c'est-à-dire dans l'expérience du langage, passent à proximité de ces perturbations du langage qui, par ailleurs, peuvent donner chez d'autres personnes ou chez les mêmes ces formes d'inadaptation foncière à l'égalité linguistique qu'on appelle la folie. Christian Prigent, je vous propose d'écouter, de réécouter pour en finir avec le jugement de Dieu d'Antonin Artaud. Il n'y avait que du sang et de la ferraille d'ossements, et où il n'y avait pas à gagner d'être, mais où il n'y avait qu'à perdre la vie. Oresh modo, to dire, disa, topari, toparera coco. Là, l'homme s'est retiré et il a fui. Alors les bêtes l'ont mangé. Ce ne fut pas un viol. Il s'est prêté à l'obscène repas. Il y a trouvé du goût. Il a appris lui-même à faire la bête et à manger le rat délicatement. Christian Prigent, c'était donc un extrait de Pour en finir avec le jugement de Dieu d'Antonin Artaud, qui a été d'ailleurs enregistré dans cette maison. Oui, en 1947, si je me souviens bien, et immédiatement interdit. Oui, on peut d'ailleurs se demander qu'est-ce qui pouvait fonder cette interdiction. Les prétextes de l'interdiction ont été officiellement la présence dans le discours d'Artaud de mots obscènes et de considérations sur le destin du sperme des enfants dans les écoles américaines. Mais il me semble que... Les cris aussi peut-être. Les cris, oui, voilà, c'est cela. Ce que je m'apprêtais à dire, c'est que ce qui a pu choquer aussi, c'est la manière dont
un individu portant le nom d'Antonin Artaud, propulsant dans un micro le texte qui porte le titre que vous disiez, fait sortir de lui une autre voix que celle de l'individu qu'il est dans l'échange social courant, disons, hein, et fait sortir d'on ne sait où d'ailleurs, hein, mais fait sortir du fond de son rapport au langage une voix qui n'est plus la sienne et qui est la voix monstrueuse qu'il appelle lui le Momo, c'est-à-dire qui est et qui n'est pas Antonin Artaud, hein, proposant là une expérience de la division radicale de l'être entre son comportement social d'un côté et l'habitation en lui d'une toute autre puissance qui est peut-être quelque chose de l'ordre de la puissance diabolique de la langue, en tant qu'elle est susceptible de rompre le pacte symbolique. Je est un autre. Comme dit le même. Par exemple, comme dit l'autre, ou comme dit le même, oui, je est un autre. Bon, oui, bien sûr. Ouais. Alors, que peut la poésie? Vous dites notamment, c'est à propos de votre dernier livre, Grand-mère Quéquette, vous dites la poésie peut la prose, pas l'inverse. Oui, c'est bon, comme souvent sur la distinction classique entre prose et comme poésie. souvent ce type d'énoncé théorique, bon, ça passe à la limite de la boutade, mais c'était peut-être aussi pour faire remarquer que la marginalisation sociale de la poésie ne veut pas dire, enfin en tout cas ne devrait pas vouloir dire que la poésie, la question poétique, en tout cas le souci poétique serait aujourd'hui quelque chose de démodé, quelque chose de hors du jeu social. Parce que si l'on regarde les grands textes poétiques depuis Rimbaud, bon, depuis les Illuminations par exemple, hein, on constate, il n'y a pas besoin d'être un lecteur si aigu pour cela, on constate que dans ces textes-là, dans les Illuminations, dans les champs magnétiques, enfin dans quelques grands textes de la poésie du XXe siècle, bon, à chaque détour de phrase, un roman potentiel est en gestation et ne demande qu'à apparaître. Sauf qu'à cette demande, le poète ne répond pas parce que c'est pas son enjeu, quoi. Bon. Et si un roman potentiel est en gestation dans la puissance de concentration, de synthèse du texte poétique, bon, ça veut dire aussi que l'énormité des expériences du réel qui passent dans l'univers romanesque, celui de Balzac ou celui de Flaubert, sont là, concentrées dans le texte poétique à l'état, on va dire, épiphanique, voilà. Alors que c'est pas vrai, ça n'est pas vrai du roman. Enfin, ça n'est pas vrai du roman en général, et en tout cas, ça n'est pas vrai de ce qu'on appelle aujourd'hui un roman. Tout se déploie dans le temps, là. Oui, on pourrait dire ça. C'est dans la durée. Oui, c'est-à-dire que dans la concentration de l'espace poétique, précisément, une infinité de temps est en latence. Et c'est cela qui, me semble-t-il, nous donne la sensation, au travers d'ailleurs de l'incompréhension dans laquelle nous pouvons rester face à ces poèmes-là, nous donne malgré tout, même si nous n'y comprenons rien, pour dire les choses simplement, quoi, nous donne la sensation que de la vérité passe là-dedans. Même si nous n'y comprenons rien. Voilà, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose là de concentré et de synthétisé dont nous avons la sensation, la sensation qu'elle relève d'une diction juste du rapport au réel, mais qui doit en rester, pour que cette diction soit juste, dans la stase, dans la concentration du texte poétique. Alors sur les rapports entre justement la poésie et la prose, on pourrait citer également Jean-Marie Glaise qui dit le poème non, inventer toutes les proses de la prose en prose au pluriel. C'est bien compliqué ça. Hein, ça c'est un peu hermétique, non pas hermétique, concentré on dira. Non, mais ça relève de la réflexion de Jean-Marie Glaise sur la prose poétique d'aujourd'hui. Bon, moi, je ne suis pas, je n'entre pas vraiment dans ce mode d'élaboration du théorique. Bon, pour moi, entre prose et poésie, il y a des différences évidentes. La preuve étant que je publie des livres plutôt labellisés poésie et des livres plutôt labellisés prose. Bon, mais dans les textes de poésie comme dans les textes de prose, l'enjeu est celui du langage poétique. Voilà. Sauf que d'un livre de poésie à un livre de prose, cela traverse des questions formelles et des questions de rapport à l'espace et au temps qui sont différentes. Voilà. Alors justement, peut-être on peut entrer un petit peu, avant de vous écouter, Christian Prigent, dans cette distinction à l'intérieur même de votre œuvre.
C'est-à-dire, quelle fonction, quelle place accordez-vous à des textes en poésie, non pas évidemment versifiés, mais au moins rythmés, comme de la poésie, des ouvrages comme Écrits au couteau, par exemple, et d'autres ouvrages où la prose s'étale à longueur de page avec la poésie, en quelque sorte en charriant la poésie, comme justement votre dernier livre ou Une phrase pour ma mère. Alors vous imaginez que c'est un petit peu difficile de répondre à ça en 2 mots, mais pour faire vite, paradoxalement, le texte poétique, parce qu'il se présente sous forme de poème, versifié éventuellement d'ailleurs, hein, bon, même si pas d'une versification complètement classique, ces textes-là, pour moi, sont aspirés par un modèle plastique, c'est-à-dire par quelque chose qui relève soit du dessin, soit de la sculpture. Bon, quand j'écrivais Écrit au couteau, ce livre paru en 93, si je me souviens bien, j'avais d'une manière très, très claire en tête un modèle plastique qui était le poteau vertical sur lequel on grave des inscriptions du genre, je sais pas moi, mort aux vaches ou à Julie pour la vie, et des flèches dans des cœurs, etc. Ou les totems que l'on voit quand on aime les westerns dans les campements indiens. Voilà. C'était cette verticalité-là, cette verticalité du tronc, oui, et de l'inscription gravée, lourdement creusée, d'où le titre, Écrit au couteau, sur ces troncs-là. Ça, c'est un modèle plastique. Il y a d'ailleurs, excusez-moi, un poème qui reprend cette forme-là, je veux dire, au niveau du graphisme, de la qualité. Oui, parce qu'on espère quand même à un certain moment que le lecteur va comprendre. va comprendre, c'est un peu rapidement dit, mais va entrer dans la conscience du souci formel qui a fait que les livres existent, parce que les livres n'existent pas s'ils n'ont pas un souci formel. Enfin, c'est comme ça que je vois la chose. Bon. Alors que les textes de prose sont pour moi emportés davantage par un modèle musical, c'est-à-dire par un souci du phrasé, c'est-à-dire du moment où la syntaxe, la phrase, le cède à une exigence musicale de phrasé. Bon, et des livres comme une phrase pour ma mère, par exemple, sont fabriqués selon un modèle qui serait celui de la fugue, par exemple, avec des motifs qui viennent, qui se recouvrent, qui se transforment au fur et à mesure. Voilà, ça c'est une première différence. Et puis la deuxième, c'est la question du temps, c'est-à-dire les ouvrages de poésie se font dans la cursivité du temps. Hein, au bout d'un moment, ça fait un livre, mais le livre est une accumulation de petits fragments qui sont nés dans la cursivité du temps, c'est-à-dire dans ce temps qu'on arrache les uns et les autres à la pression sociale, la nécessité du gagne-pain, enfin, etc. Voilà. Alors que les livres en prose, eux, s'installent dans une durée éventuellement longue, c'est-à-dire éventuellement plusieurs années de fabrication, qui sont des durées dont le prix est énorme, dans la mesure où si l'on est capable de faire durer cette durée, c'est pour ça que mes livres sont gros, si on est capable de faire durer cette durée, ça veut dire que pendant le temps de cette durée-là, on a pris l'initiative sur le temps social, c'est-à-dire sur celui duquel les uns et les autres nous passons notre temps à essayer de nous débarrasser. Alors justement, pour vous donner une idée à la fois cet écoulement de la durée et puis de la concentration tout de même de vos textes, même ceux qui ont l'apparence de la prose, je lis le quatrième de couverture d'une phrase pour ma mère. Une phrase ressassée, scandée de refrains obsessionnels et trouée d'apartés réflexifs, enroule un lamento bouffon qui tente de régler le compte des désirs, des angoisses et des chagrins voués à une icône à la fois tutélaire et défigurée, la mère, c'est-à-dire, ouvrez les guillemets, le tuyau, la paille, le roseau calamiteux par où le monde nous tire, nous trait, nous boit, nous suce et nous crache. Vous n'avez pas de commentaire? Non, je ne vais pas commenter ce genre de choses comme ça. Bon, je crois que c'est un programme pour le livre, oui, effectivement, oui, c'est un programme pour le livre. Oui. Bon, voilà. Avec comme enjeu essentiel, pour le cas de ce propre livre, que la mère dont il est question dans ce livre ne soit pas pour le lecteur identifiable à je ne sais quelle mère biologique et autobiographique, qui d'une certaine manière nourrit les passages narratifs du livre, mais qui ne s'identifie pas à la notion de mère telle que ce livre essaie de la traiter. Pour la mère, ça désigne plutôt le rapport au réel, voilà, on va dire les choses comme ça, quoi. Oui, et à la langue maternelle aussi. On va en parler, mais je vous propose d'écouter un texte de Novalis, justement, qui nous rappelle ce thème et cette question. Quelle est soudain cette source en mon cœur qui, toute merveilleuse de la mélancolie, absorbe le souffle languissant?
Aurais-tu toi aussi quelque complaisance pour nous, sombre nuit? Quel charme tiens-tu sous ton manteau qui agit sur mon âme, invisible et puissant? Un baume précieux coule des pavots liés en gerbe que tu tiens dans ta main. Tu soulèves les ailes de l'âme appesantie. Obscurément, indiciblement, l'émotion nous emporte. Tremblant de joie et d'effroi, je vois un visage grave se pencher vers moi avec douceur et recueillement, et me révéler, sous la torsade infinie des boucles, la jeunesse chérie de la mer. Novalis, c'était donc un hymne à la nuit et à la mer. Christian Prigent. Magnifique texte, évidemment. C'est pas ma position, quoi, du tout. Hein. C'est la position du romantisme que le texte de Novalis, celui-là et bien d'autres, met en scène. C'est-à-dire une position qui est surdéterminée par l'idée qu'il y aurait une fusion possible avec ce que les romantiques appellent la nature, avec le monde, quoi. Et dont l'idéal serait que, par le vecteur, dont l'idéal paradoxal d'ailleurs, hein, serait que par le vecteur des moyens poétiques, une proximité plus grande se ferait avec les choses, avec le monde, avec les corps, avec la nature, avec la nuit, avec le corps de la mer, identifié dans une mise en scène pathétique, en fait, hein, au grand tout, enfin à la nature. Hein. C'est cette immersion-là, dans cette perspective d'adhésion. L'adhésion qui surdétermine ce type de texte et le romantisme en général. Bon, d'où aussi, d'ailleurs, pour les mêmes raisons, chez les romantiques, l'obsession morbide. L'obsession morbide. Alors, dans un texte de votre dernier ouvrage théorique, hein, qui est en même temps une compilation de textes qui sont parus par ailleurs, L'Incontenable, paru chez POL, dans un texte qui s'intitule « On ne fait pas de poésie sans casser d'eux », vous reprenez donc certains propos de Gilles Deleuze sur la littérature, et notamment celui où il affirme donc que la littérature est en fait une agression contre la langue maternelle. C'est une thématique qui vous parle. Elle me parle à plus d'un titre. Elle me parle parce que la bibliothèque que j'ai traversée est une bibliothèque surdéterminée par cette question. Rimbaud, la mère Rimbe, Hölderlin, la mère Rimbe, aussi rigide que voilà, c'est la mère Rimbe dont justement l'administration à casquette de plomb. Voilà, bon, de laquelle d'ailleurs, de la puissance de laquelle, de la stature de laquelle, hein, cette dame avec son parapluie, etc., et sa Bible sous le bras, bon, de la stature de laquelle le jeune poète, pour être poète, enfin pour se faire poète, doit s'arracher, et d'ailleurs dans le vocabulaire de Rimbaud, doit s'arracher en commençant par lui tirer la langue, c'est une citation des poètes de ces temps. Bon, ce qui s'entend, à mon sens, évidemment, d'une part, dans le sens immédiat, comme le geste de provocation insolente de l'enfant à sa mère, mais ce qui s'entend aussi, si l'on comprend un peu plus subtilement la formule, comme l'exigence à laquelle la poésie aura à répondre, à savoir tirer sur la langue, effectivement, tirer sur la langue jusqu'à éventuellement la briser, jusqu'à la tordre, hein, jusqu'à la distendre dans la perspective de la recomposition poétique. Oui, il y a aussi chez vous, Christian Prigent, le jeu avec la langue. Il y a toute une dimension, on l'avait dit au départ, sarcastique, ironique, drôle. Ben, vous savez, une espèce de, comment dire, de Céline lyrique. Quoi qu'il était lyrique, Céline. Céline était parfaitement lyrique. Enfin bon, là aussi, tous ces mots et tous ces concepts sont compliqués parce que lyrique, lyrisme, on ne sait pas plus trop bien ce que ça veut dire. Mais bon, si lyrique veut dire un emportement du phrasé, un emportement exclamatif, interrogatif, rythmé, sonorisé du phrasé, si lyrisme veut dire cela, Céline l'était et d'une certaine manière, j'essaie de l'être à ma façon. Bon, si lyrisme veut dire, comme c'est le cas dans la tradition poétique, ce pathos d'adhésion aux choses et au monde dont je parlais à l'instant à propos des romantismes, je ne le suis pas, et Céline non plus d'ailleurs. Voilà. Donc là aussi, toutes ces formules sont en Et sur le jeu, vous savez, celui qui manipule la langue
celui qui manipule la langue sans avoir trop à attendre de cette manipulation qu'elle dise sur le monde, en tout cas d'une manière immédiate, des vérités profondes, bon, celui-là fait surgir éventuellement du corps de la langue ce qui a en son fond, c'est-à-dire d'une part l'obscène, et d'autre part la pure jouissance. La pure jouissance des éléments non sémantiques de la langue, c'est-à-dire les syllabes, c'est-à-dire les souffles, c'est-à-dire les rebondissements sonores. Et on passe toujours à proximité du comique. Mais bon, c'est une expérience qui n'est pas du tout... qui ne m'est pas propre, premièrement. Deuxièmement, qui n'est pas non plus spécifique à une poésie sophistiquée, qui est l'expérience des comptines, par exemple, des nursery rhymes. Bon, si on regarde ce que sont les comptines, bon, elles comptent déjà, bon, il y a une rythmique, il y a une prosodie. Deuxio, elles s'effondrent généralement dans des points de comique, c'est leur principe. Et tertio, elles ont un rapport assez constant, sauf quand on les a édulcorées à l'usage des enfants, avec l'obscénité. C'est votre façon d'excéder la mère ou la langue de la mère? Il faut sortir de la langue maternelle, mais pour une raison qui est assez simple à énoncer. Vous savez, le problème de quelqu'un qui écrit, c'est de trouver le mode de raisonnement juste dans la langue de son rapport au monde, comme je le disais tout à l'heure. Comment le monde m'affecte-t-il et comment vais-je trouver une langue pour la spécificité de cette affection? Ce qui m'est propre, mon intimité, la spécificité irréductible de mon rapport à moi personnellement au monde. Comment est-ce que je vais trouver une langue pour cela? Bon, à partir de l'idée que la langue de tous, la langue de tout le monde, c'est-à-dire celle dont je me sers en ce moment, n'est la langue de personne, précisément parce que c'est la langue de tous. Bon, une langue qui n'a pas pris figure. Qui n'a pas pris figure, qui ne fait rien résonner de la violence et du trouble. De la volupté et de la cruauté du rapport que nous entretenons avec le monde, quand nous parlons en particulier, c'est-à-dire quand l'assignation à la parole, parce que c'est une assignation, nous éloigne du monde. Voilà. Bon. Donc il faut bien se trouver un espace, et pour se trouver cet espace, il faut d'une certaine manière poursuivre ce rêve, ça n'est jamais qu'un rêve, d'une possibilité de sortir de la langue maternelle, parce que la langue la plus étrangère de toutes, de ce point de vue-là, du point de vue que j'essaie de définir là, c'est la langue maternelle. Christian Prigent, c'est une habitude depuis le début de cette série. Chacun des invités de cette émission donc, nous fait découvrir aussi sa propre poésie. Donc je vous invite à le faire. Je vais lire 2-3 pages dans le début d'Écrit au couteau parce que c'est lié directement à ce qu'on vient de dire. Donc la forme, c'est la forme du poème. C'est le tout début du livre. 0. Il suffit d'une mer pour que l'univers vienne vous traire. 1. Dans le démuni, dans le désarroi, je, comme on dit, chie ce cadeau, moi. Prends, va-t'en, lampe la larme des temps. Je fume, mais peu fourbu. Voici la voie pour n'être plus. N'être presque plus, curer sa carie, s'être dedans au creux de sa dent. Prends, va-t'en, mange du foutu, sois ton propre chien, casse-toi. T'es ton assassin, casqué de purin, ton nasca, rien. C'est d'un trou comme ça, dans l'inné de l'essaim, qu'on crache un destin. Merci Christian Prigent. Je rappelle que vous avez publié aux éditions POL L'Incontenable et Grand-mère Quéquette. Texte lu par Maël Jeunet, à la console aujourd'hui Jean-Marc Potry. C'était Que peut la poésie, 4e volet de cette série intitulée Écrire la poésie, que nous retrouverons demain avec Jean-Pierre Lemaire. Les chemins de la connaissance, une émission de Jacques Munier réalisée par Christine Berlamont, à la console aujourd'hui Jean-Marc Potry.